quel type de développement j'ai besoin pour assurer la survie des 400 emplois directs, 3500 emplois indirects, là, je pense que la réponse appartient à la région. Le gouvernement s'efforce de ramener le débat à l'échelle régionale, dans la cour de la municipalité régionale de Comté, Memphremagog. Je pense honnêtement là, que la décision n'est pas à Québec. C'est moi qui l'avais comme responsabilité, donc de s'asseoir avec les intervenants. J'ai vu beaucoup de dossiers dans ma carrière et ce dossier-là, je ne crois pas qu'il méritait de devenir un dossier national. Les oppositions et les opposants ont été très habiles politiquement pour générer un buzz médiatique, un buzz politique. Tant que moi, ça demeurait un dossier typiquement régional, avec des enjeux régionaux. Ce n'est pas l'avis de l'avocat spécialisé en environnement et président de Nature Québec. Maître Michel Bélanger a mis son expertise au service de la cause. Ça crée un précédent parce que si le gouvernement est prêt à faire une loi spéciale pour commencer à morceler des parcs nationaux pour des fins de construction de condos, bien demain, ça va être une mine, ça va être la coupe de bois. Il y a d'autres enjeux là, qui se vendent mieux politiquement. Ça peut se faire des lois spéciales dans d'autres domaines, mais lorsque le gouvernement fait ça, normalement, c'est exceptionnel. Et ici, je pense que les motifs le justifiaient, mais pas du tout. La vente des terrains est annulée, mais ils n'ont toujours pas été réintégrés dans le parc, comme le demande la coalition. La loi 23 est toujours en vigueur. Mais nous, on va continuer, je vous le dis, tant et aussi longtemps que la loi ne sera pas abrogée. Si moi, je suis le politicien en place, je me dis, bon, au bout d'un an, ils vont tout être couchés, ils vont retourner chez eux, ils vont être fatigués, puis là, laissons couler. Probablement qu'ils se sont dit, on va laisser couler, puis on va les avoir à l'usure. C'est ça. Ils pensaient sûrement pas qu'on serait tough comme ça. Puis il fallait qu'il y ait un jeu politique qui se joue et je pense que Robert a été très efficace dans cette partie-là où il était au quotidien présent dans les rencontres qui se faisaient à la MRC et puis il faisait entendre la parole de notre coalition. J'ai dit on commence à gagner cette bataille-là. Le 18 mars 2009, la MRC adopte une résolution pour demander au gouvernement de réintégrer les terrains. Un an plus tard, la ministre Beauchamp annonce le nouveau projet de loi 90. Le projet de loi prévoit en outre l'intégration dans le parc national du Mont-Harford des terres occupées par le centre de ski et le terrain de golf. Les 459 hectares retirés du parc en 2006 seront à nouveau au sein de l'aire protégée. Il aura fallu 4 ans. Notre messe à nous, c'était pendant 4 ans, tous les dimanches, on s'est réunis pour faire chaque semaine notre stratégie et voir comment on avançait dans cette lutte-là. On n'a jamais lâché pendant 4 ans. On était 12 alentours de la table, arc-en-ciel, tu sais, des gens d'aspirations politiques différentes, vert foncé, vert pâle. La force de SOS, c'était le groupe alentour de la table aussi. Des gens brillants qui acceptaient de mettre l'ego de côté. La coalition SOS Parc Offord met fin à ses activités après une bataille qui a reçu l'appui de plus d'une centaine d'associations environnementales, d'artistes, de scientifiques et de politiciens. Alors, merci à vous tous. C'est une victoire citoyenne et tous ceux qui y ont participé ont un peu de ce succès-là. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est une belle victoire qui va faire histoire et on est très heureux et c'est la fin aujourd'hui de 4 ans et 2 mois de travail. Moi, j'ai été sur un rail pendant 4 ans parce que c'est tellement de stress, de travail, de téléphone, de discussion. C'est énorme. En plus de ma job, de mon travail normal, c'était énorme. Si l'intégrité territoriale du parc est sauvée, qu'en est-il de la station de ski et du golf? Le gouvernement veut se départir des équipements et des bâtiments pour la somme de 1 $. Et les acheteurs ne se bousculent pas aux portes. On était très dans l'urgence, absolument. Les skieurs qui dévalent ces pistes foulent un sol protégé dans l'enceinte d'un parc national. Entre 2006 et 2010, ces hectares de terrain, incluant le bas des pistes et les stationnements, auraient pu tomber aux mains de promoteurs privés qui souhaitaient y intégrer un développement immobilier.
Le gouvernement, qui avait retiré ces terrains du parc avec la loi 23, a dû faire marche arrière en adoptant une autre loi. Le gouvernement ne recule pas. Il change de direction. Du même coup, le gouvernement met en vente pour $1 les équipements et bâtiments reliés au golf et à la station de ski, évalués à 5 millions. Les soumissionnaires doivent s'engager à exploiter le complexe pendant 5 ans et mettre en garantie 4 millions de dollars. La ministre Lynn Beauchamp se rend au canton d'Offord pour en faire l'annonce. Je pense qu'aujourd'hui, on franchit quand même un pas important. On attendait les paramètres avec lesquels on pouvait avancer, fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Une visite guidée permet à d'éventuels acheteurs de voir les lieux, les installations et les chiffres qui sont présentés à huis clos. Là, on présente un déficit, il n'y en a probablement pas de déficit aussi. Ça va dépendre comment on peut interpréter les chiffres. Je suis intéressé à voir clair. C'est ça qui va décider si je suis intéressé. L'ancien gestionnaire de la montagne, André L'Espérance, qui a dû renoncer à son projet de développement, est aussi sur place. C'est une journée profondément triste dans l'histoire de la montagne tant qu'à moi, parce que ce que j'ai vu, ça confirme ce que je pensais. Et j'en reviens toujours à la même chose, c'est mourir aujourd'hui ou agoniser pendant 5 ans. Une seule offre arrive sur la table, mais le gouvernement, après analyse, la rejette. La seule issue, la MRC Memphremagog. Les actifs lui sont transférés et les élus tentent, en vain, de trouver un partenaire privé. La coopérative Ski Golf a été fondée en l'espace de moins de 3-4 jours. Il y avait déjà une loi spéciale qui était en mesure de dire s'il n'y a pas de ski à la montagne dans la prochaine année, bien, on enlève les équipements, c'est fini pour le ski à Offord. Donc, vous étiez un peu dans l'urgence, là, à ce On moment-là. était très dans l'urgence. Depuis 2011, la corporation, gérée par plusieurs maires, enregistre de bons résultats. On ne parle plus de déficit. De toute façon, on avait zéro choix, on n'avait pas de filet. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas, tu fermes. On a investi plus de 500 000 par année dans l'infrastructure pour l'amélioration de l'entreprise. Puis vraiment, on est à la hausse de façon importante. La population en particulier a vraiment pris sa montagne en main. On le voit au niveau des abonnements. On a augmenté de plus de 50 depuis 2011. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu la preuve vivante de la corporation que c'est possible de rentabiliser une montagne comme le Mont Offord sans condo? On a fait avec, puis on est capable aujourd'hui de le prouver. C'est dommage pour la région. Alors, déçu pour la région, ça, c'est certain. Parce qu'on aurait créé des emplois, on aurait une activité économique intéressante. Puis maintenant, quand j'y retourne, j'ai à peu près la même photo que j'avais en 2006. Non, on n'est plus là. On vit à l'intérieur d'un parc. On s'en fait une fierté d'être à l'intérieur d'un parc. Un parc qui s'agrandit au fil des années, mais peut-être un peu moins vite que projeté. On croit que c'est très, très possible de le réaliser rapidement. Oh, mais juste pour les paysages, c'est superbe. Là. 10 ans plus tard, 80 des territoires visés pour l'agrandissement sont passés aux mains du gouvernement, en grande majorité par expropriation. Le ministère doit encore négocier avec 2 propriétaires pour compléter le parc. Il faut prendre le temps de bien comprendre les réclamations des parties adverses de notre côté. Donc, on ne peut pas dire à ce moment-ci là, quand ces négociations-là vont se terminer. Jusqu'à présent, Québec a déboursé 16 millions de dollars pour agrandir le parc de 40 km². Malgré la loi qui les encadre, les parcs nationaux au Québec sont-ils bien protégés de la convoitise des promoteurs? Au Québec, les parcs nationaux, ils seront toujours sous pression, puis il faudra une vigilance des communautés. Il y a un moment où est-ce qu'on doit dire stop. Et oui, il y a un coût économique, mais il faut qu'on soit prêt comme société à le payer pour protéger l'environnement. Est-ce que vous pensez que les politiciens réfléchissent de cette façon-là aussi? Le problème par rapport aux politiciens, c'est qu'ils n'ont pas cette perspective-là de temps, eux. Ils sont élus aux 4 ans. Aux 4 ans, ils doivent démontrer qu'il y a des retombées de leurs élections, de la mise en place de leur pouvoir. Et ça se matérialise facilement dans des projets de développement économique. Mais quand tu es au pouvoir puis tu protèges à perpétuité des espaces, mettons que c'est moins vendable. Mais pour l'instant, on est convaincu que les politiciens actuels Oui, ont eu leur leçon. Ils ont eu leur leçon. À court terme, je pense que personne ne va jouer dans le parc national du Mont Offord ou dans un autre parc que ce soit au Québec, pour un bout de temps en tout cas. Quand j'ai trouvé les papiers dans mes archives, j'étais surpris de voir depuis combien de temps
il y avait eu des pressions, même avec le gouvernement antérieur, il y avait eu des pressions pour sortir des terrains de ce parc-là. C'est sûr qu'avec le recul, on peut tous dire que c'était une erreur monumentale, mais il y avait quelque chose de bon dans tout ça. Le public a réagi en disant « Wow, je pense qu'Orford était une des plus grandes leçons. » Ça a été peut-être le début de ce qu'on appelle le critère de l'acceptabilité sociale au Québec. Et ça a fait marque de commerce non seulement dans le dossier du Mont Orford, mais dans à peu près tous les dossiers importants qui affectent l'environnement aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, je serais étonné qu'un dossier comme ça puisse arriver à nouveau. On ne veut pas partir de la bataille. Non, non. Non, non, non. Bonjour, au revoir. Bonjour, M. Benoît. Ça va bien? Comment se portent les archives de SOS? Elles vont très bien. Bon. Je suis en sûreté ici. Oui, pensez-vous? Mieux que dans mon garage? Oui. C'est bon, c'est bon. Vous voyez, ça a changé un peu d'allure depuis la dernière fois que vous les aviez vus. Après sa dissolution, la coalition SOS Parc Orford a fait don de tous ses documents, 18 boîtes. Les traces d'une bataille qui viendront enrichir les étagères de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec à Sherbrooke. Et comme on se doit de représenter les valeurs de notre société, ben c'est un fonds qui était intéressant pour tout ce débat-là. C'est qu'il y a 100 ans, on ne parlait pas d'environnement vraiment. On ne parlait pas de protection des espaces verts, protection de la faune, de la flore. Donc, c'est une considération qui est tout à fait récente dans notre histoire. Et nous, dans notre travail au quotidien, on a ce défi-là d'essayer de voir quels vont être les sujets d'intérêt pour la recherche dans le futur. La journée où le gouvernement ne respectait plus ses pairs, comment voulez-vous convaincre les citoyens de créer des réserves naturelles privées ou de faire des dons écologiques si le gouvernement ne protège pas ses terres? Donc, on a marqué et l'histoire des parcs et l'histoire de la conservation. Dans 50 ans, là, tous les policiers vont être disparus. Dans 100 ans, toute notre génération, ça va être une autre génération. Si on garde ça en tête, dans toutes les décisions qu'on prend, il y a des enjeux qui s'en viennent qui sont d'autant plus importants. Là, il y a toute la question de l'eau, la question du fleuve, est-ce qu'on laisse passer l'oléoduc? La parole citoyenne, elle a un poids. Puis elle a un poids vis-à-vis de tous ceux qui prennent des décisions. Ils peuvent pas mettre ça de côté. Le peuple a son mot à dire.